de vallée en vallée, elle est toujours là, tantôt luttant contre la roche, tantôt calme et douce, à peine chantante, ou encore travaillée par les hommes, luttant au fil des millénaires contre sa force inéluctable. L'eau s'écoule, libre. Libre, il est possible que non. Il est possible que nos rivières, nos lacs, nos étangs soient contraints à une indigence mortelle. Il est possible que nos rivières ne soient aujourd'hui que le triste reliquat d'une vie perdue. Nous sommes en Deux-Sèvres. Ce département fait partie de la première région agricole de France et même d'Europe. Maïs, colza et blé sont les principales cultures de ce territoire situé sur le marais Poitevin. Cultures intensives, aux importants besoins en eau. Mais depuis des années, la terre s'épuise. La sécheresse s'abat sur la région, de plus en plus fréquemment, de plus en plus tôt. Conséquence du réchauffement climatique, mais aussi et surtout des prélèvements excessifs. Plutôt que la sobriété, les pouvoirs publics choisissent d'accélérer la disparition de l'eau en créant d'immenses réserves qui pilleront les nappes phréatiques. Ces réserves, parfois illégales, ont un impact écologique, sanitaire et social désastreux. Philippe est président des pêches sportives de Saint-Mexin-l'École. Cette association travaille à soutenir le redéploiement des zones humides et le respect de leur intégrité. Il est l'un de ces David de l'environnement qui se bat contre le Goliath que représente la destruction par notre société de tout ce qui n'est pas monnayable. Accompagné par Joëlle Lallemand, la présidente de la protection de l'eau, l'API, ils œuvrent à préserver ce qui peut encore l'être. Car Philippe et Joëlle mènent un combat de longue haleine. La renaturation des cours d'eau. Depuis les années à peu près 60, 70, 80, on a modifié considérablement l'agriculture. Donc on était dans une zone d'élevage avec des petites parcelles, des haies. Et donc il a fallu passer une partie de ce territoire en zone de production céréalière. Donc on a arraché les haies pour faire des grandes parcelles. Et surtout, on a souvent recalibré les cours d'eau. C'est-à-dire qu'on a anéanti les méandres, on a drainé ou enfoncé le lit pour pouvoir évacuer l'eau au maximum en hiver, etc., pour une mise en culture facilitée. Mais tout ça, forcément, ça a été au détriment de la biodiversité. Notre travail, eh bien, ça a été 20 ans, 30 ans après, d'essayer de reconquérir ces zones. Et donc on est face justement à un cours d'eau qui a été extrêmement abîmé par toutes ces malfaçons qui ont été faites à une époque. Située en amont de la commune de Saint-Mexin-l'École, porte d'entrée du marais Poitevin, la prairie de la Motte et son ruisseau paraissent bien anodins. Pourtant, ils ont fait l'objet d'une renaturation par Philippe, et ce ruisseau est l'un des rares à avoir retrouvé sa biodiversité. La renaturation consiste à rendre son aspect sauvage au ruisseau, afin de lui rendre la vie. La renaturation devrait normalement porter sur 3 volets. L'élimination des produits phytosanitaires, la lutte contre les prélèvements excessifs de l'eau et la remise en état morphologique. Philippe ne peut travailler que sur ce dernier point, les 2 autres étant du ressort des pouvoirs publics, et déjà, il fait des miracles. Il faut imaginer cet espace complètement différent, avec des berges en terre, un lit très large, surélargi, et surtout, au niveau de biodiversité, une pauvreté affligeante. On a fait un inventaire piscicole en amont de la renaturation qui montrait que le milieu est extrêmement pauvre. Et à contrario, on a fait un inventaire piscicole une année après la renaturation, et on a trouvé une biodiversité relativement incroyable. C'est avec une attention particulière pour le monde paysan que Philippe veille sur nos rivières. Il considère que la renaturation ne peut se faire sans la prise en compte de tous les habitants. Faune, flore,
mais aussi humain. La renaturation doit aussi pouvoir profiter aux agriculteurs. Abreuvoir pour les bêtes, éradication des nuisibles, pérennisation de l'accès à l'eau sont autant de paramètres auxquels il veille. Quand on va voir l'agriculteur, on essaie de mettre en avant des choses qui sont importantes pour eux. Ça permet d'aménager par exemple des abreuvoirs, où on peut leur faire des clôtures en bordure, ce qui évite aux bêtes de divaguer. Oui. On a des grosses populations de ragondins, eh bien on stabilise la berge et on éradique la population de ragondins en empierrant le terrier. Donc ça les embête parce que les ragondins, ça leur enlève des bouts de parcelles, ça fait des trous dans les berges qui sont dangereuses pour les bêtes, enfin il y a plein d'ennuis. Et donc tout ça, c'est des choses qui vont vers l'agriculteur. Là en fait on est sur le Gland-Dunes. Bon, c'est un ruisseau qui a été entièrement recalibré dans les années 70. C'est un petit ruisseau moi, que j'ai connu avant sa transformation. Je l'ai pêché dans les années 60, fin des années 60, années 70. T'imagines pas les truites qu'il y avait là-dessus. Là, l'eau est de bonne qualité, Oui. elle est pérenne. Oui. Maintenant, ce qu'il faut faire, là, on a un gros travail morphologique. C'est pour ça qu'on l'a identifié. Parce que ce ruisseau-là, avec la qualité qu'il a et le fait d'être pérenne, c'est un ruisseau extrêmement important pour le bassin versant. Sur un petit ruisseau comme ça, on est certain de passer de 1 à 10 au niveau des espèces. D'accord. Là, on a un bénéfice, mais c'est presque magique. Le Gland-Dunes est au sud-est de Saint-Mexin-l'École, bien plus proche du Marais. Il est aujourd'hui à peine visible, sans attrait. Qui pourrait se douter, en longeant ces berges mortes, qu'il se trouve en réalité devant l'un des cours d'eau les plus intéressants du territoire? Car le Gland-Dunes est l'un des seuls à avoir conservé une eau pure. Malgré sa qualité d'eau, il n'y a plus dans ce cours d'eau ni poissons ni grandes espèces. Car même une eau de qualité ne suffit pas à permettre la viabilité d'un cours d'eau. Là, à partir du moment où tu recalibres, c'est-à-dire tu défonces le fond du ruisseau, eh bien, tu permets plus aux matériaux de se stabiliser, donc ils rentrent dans le fond. Donc, il s'incise, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des crues, il enlève lui-même les matériaux et le fond, et il rentre dans le sous-sol. Et regarde ce qui se passe. Tu vois là, l'incision. Oui. Tu vois, Ouais. il est en train de s'enfoncer petit à petit. Et les racines ne suivent pas. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Les arbres ils tombent. Normalement, si tu veux un ruisseau qui fonctionne, les arbres, au bout d'un moment, la ripisylve s'installe, les racines maintiennent les berges et le processus, en fait, crée de l'enrichissement pour plein d'espèces. Mais là, c'est artificiel, en fait, ça. Oui, oui. C'est qu'il n'y a pas de fond, donc il s'incise, les racines sèchent, elles meurent, l'arbre se couche, alors il en pousse d'autres, mais ça n'a pas de fin. Là, on a amené beaucoup de pierres, parce qu'on va refaire une berge en face en dur, Oui. et on va refaire une berge colonisable avec des gros blocs dans un deuxième temps, sur la première berge qu'on a réalisée. En fait, on lui donne les moyens de recréer un milieu naturel. On l'aide. Oui. C'est-à-dire qu'il va former avec les petits éléments des radiers, avec les gros éléments, il va les laisser en place, ça va faire des cages pour les invertébrés, éventuellement les quelques truites, les anguilles, etc., etc. La biodiversité que l'on a en ce moment, ce qui nous reste, on n'a pas le temps d'attendre. Oui. Il faut aller vite. Philippe a connu la mutation profonde de sa région natale, les Deux-Sèvres. Il a vu les ruisseaux où il pêchait quantité de truites et d'écrevisses se vider. Il est la mémoire de nos rivières. Son acharnement écologique est venu avec l'indignation. L'indignation contre ce qui a permis le non-devenir des rivières. Avec peu de moyens, il fait des miracles. Il rend vie à ce qui avait disparu.
La rivière Coudrière a été renaturée en 2017. Elle a depuis repris vie. Mais pour une rivière de sauvée, combien d'autres vont mourir? La faune, la flore, mais aussi les hommes pleurent la perte de leur bien le plus précieux, malmenés pour des raisons financières. Les plus âgés sont les derniers dépositaires de la mémoire vivante de l'eau. Si les générations qui suivent ne s'emparent pas de cet héritage, la question qui se posera bientôt ne sera plus comment sauver nos rivières, mais à quoi ressemblait-elle ?